Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie d'Ici l'Europe avec pour grand invité un Allemand qui a été l'ancien conseiller d'Helmut Kohl, le Sherpa en quelque sorte, Joachim Bitterlich, bonjour. Vous avez aussi exercé de nombreuses responsabilités dans l'industrie. L'Allemagne est un peu au cœur de l'actualité avec beaucoup d'interrogations sur sa place prédominante en Europe. Elle est également durement touchée, cette Allemagne, par le crash de l'A320, mais elle demeure un pilier et certains disent même un gendarme de la zone euro qui a son mot à dire sur tout, sur la dette grecque en particulier, mais aussi et de plus en plus sur la diplomatie. Nous allons en parler en votre compagnie. On commence quand même par cette actualité tragique. Un crash aéronautique au-dessus de la France avec un copilote allemand qui est pointé du doigt, qui est véritablement responsable. Et je crois que ça a choqué très profondément les Allemands. En effet, c'est un crash, une catastrophe inconcevable pour les Allemands, du jamais vu, si l'on veut, du moins en Europe, de cette façon. Une journée noire pour Lufthansa et pour l'aviation allemande, sinon peut-être européenne, avec une mise en question des mesures de sécurité, des examens médicaux réguliers, aussi psychologiques des pilotes, etc. Tout est mis en question, mais vous savez, ce qui a consolé énormément les Allemands, c'est cette solidarité magnifique du côté français. Ce qui a non seulement impressionné les Allemands, mais ça a aidé les Allemands à surmonter le choc du moment. Alors, avec, vous l'avez dit, Lufthansa, qui est une compagnie mondiale, d'ailleurs prédominante en Europe, qui aujourd'hui dit qu'elle va aider les victimes, qui a été touchée par ces révélations de ce profil psychologique fragile d'un copilote qui n'avait peut-être pas été suffisamment suivi. Ça, ce sera l'examination du cas par les procureurs de manière conjointe de Düsseldorf et Marseille qui va nous démontrer la vérité, je l'espère. En tout cas, d'après ce qu'on sait jusqu'à présent, il a eu en effet, semble-t-il, des problèmes psychologiques, de dépression, mais il a passé ensuite les examens nécessaires, et les examens allemands sont considérés en Europe parmi les plus sévères, d'où, et depuis lors, il n'y avait plus de nouvelles de sa part dans ce contexte. Alors aussi une chasse finalement à l'information par une presse allemande. Les Français non le seulement allemande, mais ça a commencé tout avec le New York Times. Oui, mais vous avez aussi une presse tabloïde, je pense au très grand quotidien, 2 millions d'exemplaires Bild, avec des questionnements sur comment ces journalistes se sont procurés, les enregistrements. Il y a eu beaucoup aussi de persécutions, en quelque sorte, des familles des victimes. Qu'est-ce que vous pensez, finalement? Il faut mettre au banc une certaine presse et en question ces pratiques? Je vous dis franchement, je trouve cela inacceptable, d'un côté. Mais comment poursuivre? Parce que vous avez, dans des examens de ce genre, toujours quelqu'un qui parle, toujours quelqu'un qui passe l'information à l'un ou à l'autre. Nous avons connu ça en France de manière permanente. Regardez en France ces dernières années la réalité du secret d'instruction. Nulle part. Ça n'existe plus, si vous voulez. C'est dommage. Je trouve ça regrettable. Mais je pensais l'Allemagne un peu plus protégée jusqu'à présent. Mais ce cas démontre qu'il y a aussi des lacunes à cet égard. Mais aux autorités publiques, à cet égard, de réagir, mais aussi à la presse. Alors, autre chapitre des questions franco-allemandes importants, et bien évidemment le chapitre de l'économie, avec mardi un sommet franco-allemand réunissant à la fois François Hollande, Angela Merkel et de nombreux ministres. Le but, c'était bien sûr de convaincre Angela Merkel qu'après la défaite socialiste très claire au départemental, aux dernières élections, eh bien, il y aurait une continuité dans la volonté de réforme du gouvernement Hollande. Vous êtes convaincu vous-même? Moi, je me tiens à ce qu'Angela Merkel a dit il y a peu de temps. La France est pour elle sur les rails des réformes. La France fait les efforts pour engager les réformes nécessaires, n'oubliant jamais que c'est extrêmement difficile, après des années où il n'y a pas eu de réforme du tout, remettre un grand tanker lourd comme la France ou l'Allemagne
de nouveau sur la voie des réformes est une voie assez difficile. Les Allemands l'ont aussi expérimenté dans les années 90, voire 2000. Je cite toujours l'exemple des réformes du marché du travail, des retraites ainsi que de la santé en Allemagne, qui ont mis en effet 17 ans, du premier débat jusqu'à la conclusion, jusqu'à l'entrée en vigueur. 17 ans. Je diminue de ça l'unité allemande, les 10 années, ça fait 7 ans. Vous reconnaissez en quelque sorte à François Hollande des qualités en matière économique. Je précise que vous venez quand même du camp adverse des chrétiens démocrates, normalement. Vous le reconnaissez un sérieux oui. économique. Mais ce que je vois, évidemment, au départ, François Hollande et surtout son gouvernement semblaient faire les mêmes, je dirais, aller dans la mauvaise direction, comme nous avons vécu en 81 en France, ou bien en 98 en Allemagne et par Schröder, par ces premières années. Oui, on a constaté cela, mais je pense depuis un certain temps, la France est en train de chercher ce qu'on appelle les virages à cet égard. Chercher à engager des réformes, et j'ai toujours en tête ce qu'un haut responsable politique français m'a dit dernièrement. Il dit, ce que nous faisons actuellement, c'est un premier pas. Nous sommes en train de rompre des tabous, voire la réforme territoriale, voire d'autres réformes. Et c'est à un futur gouvernement de faire ce qu'on appelle en anglais le fine-tuning, de faire le second pas pour vraiment mettre au bout ces réformes. Ce qui lui vaut une cote de popularité à François Hollande quand même relativement basse, même très basse. Est-ce qu'il garde, selon vous, toutes ses chances pour 2017 ? Ce qui compte, ce ne sont pas les pronostics ni les sondages. Ce qui compte, c'est le vote de l'électeur le jour de l'élection. Nous avons vécu ça à plusieurs reprises en Allemagne. Et vous le revoyez président en 2017 ? Aux côtés du chancelier, et je dirais, la course est ouverte, et un François Hollande a des chances comme un autre. Alors, on a connu, vous avez connu en tout cas très précisément le tandem Kohl-Mitterrand. Il y a eu des couples franco-allemands mythiques. Est-ce que vous diriez que Hollande-Merkel est en train d'appartenir à ces couples? Parce qu'on les voit partout, sur la scène diplomatique en particulier, quand on pense à l'Ukraine, quand on pense, vous l'avez dit, au grand rassemblement post-attentat à Paris. On les voit vraiment au coude à coude dans beaucoup de secteurs. Je peux uniquement observer ça de l'extérieur, mais on a vraiment l'impression, depuis les événements du mois de janvier à Paris, depuis la marche suite aux attentats, depuis la négociation commune avec les Russes sur le cas de l'Ukraine, et maintenant, suite au crash de la 320, que les deux se sont rapprochés, les deux nations se sont rapprochées, et les deux chefs se sont rapprochés aussi, et ont trouvé une voie commune. Ça s'applique aussi, par exemple, pour le cas de la Grèce, où les deux ont eu ensemble avec Mario Draghi et le président de la Commission une réunion avec le Premier ministre hellénique à Bruxelles, où d'autres ont de nouveau dit « mais il ne faut pas faire ça en franco-allemand », mais c'est toujours la même histoire. S'il n'y avait pas eu un accord Hollande-Merkel à l'égard de la procédure, comment attaquer, comment prendre ce cas hellénique, tout le monde aurait dit, mais dommage, de nouveau, les Français et les Allemands ne sont pas d'accord. Mais s'ils sont d'accord, évidemment, les autres sont mécontents aussi. Parlons effectivement des inquiétudes des Européens autour de la Grèce et du cas d'Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre de gauche radicale. Alors, il a rendu sa copie puisqu'on lui demandait un programme précis en échange de l'aide européenne prolongée. Et effectivement, il a détaillé un peu plus les mesures qu'il entendait prendre en matière de hausse des impôts pour certaines catégories, en matière d'évasion fiscale. Les dernières nouvelles tout de suite du front athénien avec ce reportage. Copie à revoir pour l'élève Tsipras. Cette semaine, le Premier ministre grec n'a pas réussi à faire accepter sa liste de réformes par les institutions de l'UE. Il proposait pourtant des mesures de lutte contre la fraude fiscale et une augmentation de la TVA. L'enjeu est le versement de tout ou partie des 7,2 milliards d'euros, dernière tranche d'aide. La Grèce risque-t-elle de se retrouver en défaut de paiement après le 9 avril ? En effet, le pays doit rembourser 820 millions d'euros et il lui manquerait plus de 2 milliards pour les dépenses de fonctionnement. Or, pour bénéficier de cette aide,
Le chef du gouvernement de la gauche radicale devrait notamment s'attaquer aux retraites et accélérer les privatisations. Il pourrait abandonner sa participation majoritaire dans le port d'Athènes, le Pirée. Mais il refuse de revenir à la politique d'austérité et pointe du doigt une dette handicapante. Nous voulons un nouvel accord qui implique une restructuration de la dette. Car aucun pays avec une dette de 180% de son PIB ne peut retourner sur les marchés facilement. C'est la triste vérité. Les 19 ministres des Finances de la zone euro vont rester penchés sur le cas grec dans les prochains jours. Alors vous disiez, le couple franco-allemand plutôt d'accord sur le cas d'Alexis Tsipras et ce qu'il propose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez ce catalogue qui est sur la table et vous trouvez qu'il est devenu un peu crédible, ce Premier ministre grec qui a suscité évidemment beaucoup de commentaires et beaucoup d'inquiétudes? Ce qui est important, que la première tentative hellénique de jouer avec l'Allemagne comme bouc émissaire en Europe et de séparer la France à l'Allemagne a échoué avec fracas. Et qu'il se trouve face à un couple solide, franco-allemand, rejoint par la Banque Centrale Européenne, par Mario Draghi, ainsi que par la Commission. Avec aussi face à une échéance, le 9 avril, de remboursement du FMI et la crainte de beaucoup d'un Grexit par accident, c'est-à-dire d'une sortie incontrôlée de la Grèce parce qu'elle ne pourrait pas rembourser, tout simplement. Espérons qu'on pourra trouver un arrangement le moment venu. L'objectif est clair pour la France comme pour l'Allemagne, c'est éviter un Grexit ou s'il y a un Grexit par accident. Ça nécessite évidemment de nouveau un management des crises à la tête de l'État, mais je suis confiant que la France et l'Allemagne, ensemble avec la Commission et la Banque Centrale Européenne, puissent aider à cet égard. Et n'oubliez pas, il y a de l'autre côté aussi une Française qui peut aider. Christine Lagarde au FMI. Alors, vous parlez toujours de la France et de l'Allemagne ensemble, et c'est un peu symptomatique, si je puis me permettre, de vos concitoyens, Joachim Bitterlich, parce que finalement, ce dont vous ne parlez pas, mais commence à parler vraiment la presse allemande, c'est de l'hyperpuissance allemande, de cette notion que finalement, elle est trop prédominante en Europe, cette Allemagne, qu'elle dicte sa loi, en particulier sa loi économique, mais sur plein de sujets également. Est-ce que vous croyez à cette hyperpuissance? Non. Je vous dis franchement non. Je sais que vous faites allusion à un titre du Spiegel allemand sur du Übermacht Deutschland, Germany. Je pense, tout le monde sait, est très conscient que l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. Elle est avec d'autres premières puissances politiques en Europe. Et j'inclus là expressément la France. Et sans oublier l'Italie ou la Grande-Bretagne ou bien l'Espagne, ou la Commission européenne. Et évidemment, c'est clair, les chiffres allemands sont peut-être actuellement les meilleurs en Europe. Regardez les derniers chiffres sur le chômage en Allemagne, il y a encore une réduction. On est en dessous à 5%. On est en dessous de 5%, on est à 4,8%. Les expectations pour la croissance en Allemagne cette année, c'est autour de 2%. De 2%, ce sont des expectations bonnes. Et pour la première fois... Mais quand toute l'Europe du Sud est à 20% de chômage, vous comprenez bien, à la fois l'Espagne, la Grèce, le Portugal... On a un problème de fond en Europe, mais je regarde par exemple l'Irlande. L'Irlande, qui était au bout, si vous voulez, du tunnel, a eu l'année dernière une croissance de nouveau de 5%, un prognostic pour cette année, même chiffre à peu près, et une réduction progressive du chômage en dessous de 10%. Pour moi, il y a de l'espoir. Et si j'ai bien compris les tendances de la conjoncture européenne aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles, nous sommes au début d'une nouvelle croissance, d'un mouvement positif européen, à l'échelle européenne. Parlons aussi des ambitions diplomatiques de l'Allemagne qui se sont révélées finalement avec la crise ukrainienne. Vous l'avez dit, et là encore, le tandem a fonctionné. François Hollande, Angela Merkel avec Vladimir Poutine, Petro Poroshenko ont trouvé cet accord de Minsk II. En même temps, est-ce que
l'Allemagne en tant que telle, comme acteur de ce jeu à 4, a intérêt véritablement en matière d'investissement. On sait qu'il y a de nombreuses PME en Russie en matière d'énergie. On sait qu'un de vos anciens chanceliers, Gerhard Schröder, a des intérêts dans le développement d'un gazoduc russe. Eh bien, est-ce que vraiment l'Allemagne a intérêt à un choc frontal avec la Russie ou elle est en train de la ménager? D'une part, je cite simplement l'industrie allemande, encore dans une réunion la semaine dernière à Berlin à laquelle j'ai assisté, a exprimé sa solidarité avec la politique du gouvernement allemand face à la Russie. Malgré le fait que, suite aux sanctions, il y a une réduction considérable du commerce avec la Russie ainsi que des investissements. Il y a de vrais problèmes à cet égard, mais l'industrie allemande est solidaire. De l'autre côté, ce que Angela Merkel exprime évidemment, et c'est l'offre aux Russes, de les réinsérer dans le concert des nations européennes et de continuer à coopérer avec la Russie dans le futur. C'est dans l'intérêt naturel, bien entendu, non seulement de l'Allemagne, mais de toute l'Europe. Et quand Jean-Claude Juncker dit que pour être crédible face à la Russie, il faut relancer l'idée d'une défense, voire d'une armée européenne, est-ce que l'Allemagne est prête? Je pense que c'est une vieille idée qui revient progressivement pour différentes raisons. Et une est la politique de Poutine en Ukraine. Mais il y a bien d'autres raisons. L'idée mûrit lentement d'une force conjointe ou de forces conjointes européennes, vu les nécessités budgétaires, vu les conflits, vu la nature des conflits. Et, je vous dis aussi, l'Allemagne se sentira mieux sous un chapeau européen, même avec ses forces militaires. Merci Joachim Butterlich d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi Ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations.